Alors un sujet qu'on voulait aborder aussi, qui est, je trouve, beaucoup trop passé sous silence, comme si c'était pas important. Et on s'est rendu compte tous les deux avec les années de pratique que ça prenait de plus en plus de place et d'importance, entre guillemets, dans nos entraînements. C'est les différentes méthodes de récupération. Donc par différentes méthodes de récupération, on entend tout ce qui est hors entraînement ou complémentaire avec l'entraînement. Donc typiquement tout ce qui va être automassage par exemple. Donc automassage sous toutes ses formes, hein, ça va être des balles, des rouleaux, des pistolets massants si t'en as. Et puis pour les plus chanceux, des massages directement par des spécialistes. Donc pour commencer avec tout ce qui est massage, etc. Avec les années, en fait, tu te rends compte que c'est plus quelque chose où tu vas sentir une différence si tu ne le fais pas. Je m'explique, par exemple, les entraînements s'enchaînent, tu as une certaine fréquence. Si tu commences à zapper cette étape, tu vas sentir entre chaque entraînement que t'as peut-être pas totalement récupéré ou t'as peut-être les tendons ou les insertions qui vont te tirer un petit peu plus. Et en fait, c'est des micro-fatigues ou des micro-traumatismes qui vont s'accumuler au fil du temps. Et c'est là où je trouve que tu peux te retrouver avec certaines douleurs. Typiquement, moi ce que je trouve assez bénéfique, c'est vraiment se masser tout ce qui est pec, insertion de pec, biceps, etc. J'ai senti une vraie différence sur l'enchaînement des entraînements de poussée, par exemple. Euh, Pareil, tout ce qui va être travail, enfin, si on reste sur les massages, etc., tout ce qui va être ouverture de la cage thoracique, euh, massage en fait de la coiffe des rotateurs avec des balles, etc., rouleau, je trouve que je sens en fait une vraie différence quand t'enchaînes des entraînements assez intensifs avec une certaine fréquence et ça te permet en fait d'avoir une certaine en fait assurance sur tous tes développés quoi. Parce que les développés entre guillemets ça va être assez les exercices qui vont être assez je dirais problématiques qui vont causer le plus de douleur en général, je trouve. Donc pour ce qui est des massages, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. En fait, le truc, c'est qu'avec les années d'entraînement, euh, alors déjà, on part du postulat de base que tu as un entraînement à peu près équilibré. Donc, tu as un entraînement équilibré, ça veut dire que par exemple, tu travailles quand même l'arrière d'épaule, tu travailles quand même pas mal le dos, etc. Les trapèzes moyens, enfin des exercices qui vont travailler les trapèzes moyens et inférieurs. Tu as quand même une base, tu vois. Ouais, quand même, ce qui dit récupération, Et en fait, ouais. déjà, la base, pour la plupart, elle est déjà pas là. Donc en fait, il y a un truc, alors je ne sais plus comment l'exprimer vraiment, parce que ça englobe plusieurs choses, mais il y a un truc dont Gundil il parle d'ailleurs dans son dernier livre, et je crois que je l'ai entendu récemment en parler dans mes podcasts, etc. C'est la loi de Wolff. La loi de Wolff qui dit que, en gros, enfin, elle dit plusieurs choses, mais une des choses qu'elle dit, c'est qu'en gros, à force de faire un mouvement, tu vas finir forcément par te blesser. Et en fait, même les adaptations que crée ce mouvement, c'est des micro-pathologies en fait. Ok. Donc, par exemple, alors je ne sais pas si c'est le bon exemple, mais le fait par exemple justement de travailler un muscle, bah, il va finir par grossir, mais en fait c'est une accumulation de micro-traumatismes, etc. Et donc en fait, à force de répéter un mouvement, tu vas accumuler plein de micro. Alors là, on y voit un bénéfice, accumuler du muscle. Par exemple, ça va augmenter la densité osseuse, donc tu vois là, on y voit un bénéfice. Mais ça peut aussi. Alors typiquement, j'avais vu un autre truc par rapport à la loi de Wolff sur ça là. Donc en gros, quelqu'un qui disait que le fait de taper avec un marteau sur une surface dure, ça allait augmenter la densité de tes os au niveau de la main, tu vois. Mais en contrepartie, pareil, faire du bras de fer, tu vois, typiquement, ça va augmenter la densité de tes os au niveau de l'avant-bras, etc. Genre, combien de fois on voit des gens qui se lancent dans un bras de fer, qui sont très forts par ailleurs, genre des bodybuilders, etc., Ouais, ouais. et se péter littéralement l'os
Parce qu'en fait, pourquoi? Alors que le gars est très fort, très musclé, mais en fait, son os, il n'a pas l'habitude de subir ce genre de contraintes. Et donc là, il subit une contrainte trop violente. Là, le gars qui a l'habitude de faire du bras de fer, il y a beaucoup de problèmes d'avant-bras, de douleurs aux avant-bras, etc., au bras de fer. Mais en fait, tout finit par s'habituer. Donc tu vois bien qu'il y a de la pathologie, mais que cette pathologie, elle crée de l'adaptation, en fait, qui fait que tu vas être capable d'assumer l'effort. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vas nécessairement le payer d'une façon ou d'une autre. Et donc en fait, tu vas devoir compenser en faisant d'autres exercices. Donc par exemple, au bras de fer, ils font beaucoup d'exercices de pronation, etc., mais aussi des exercices en supination, enfin de supination pour pouvoir justement travailler les antagonistes, faire circuler du sang et en gros essayer d'aider les zones à mieux récupérer. Ils se massent beaucoup justement les avant-bras avec des balles, voire même le brachial, etc., avec des balles justement pour pouvoir mieux récupérer. Donc en fait, déjà, ouais, faut partir de ce postulat. Si tu dures en muscu et que tu t'entraînes tout le temps, genre en gros, il y a forcément des pathologies qui vont se créer. Tu peux pas y échapper, même si tu le sens pas direct. Et après, en fait, ça va pouvoir se manifester de façon différente, bah, soit à cause de douleurs qui vont être de plus en plus importantes jusqu'à presque t'empêcher de faire certains mouvements. Et après, en fait, c'est comment toi parfois, tu vas pas le sentir. Si t'es pas un pratiquant régulier, que tu arrêtes tous les 2 mois, bah, sûrement que tu vas pas le sentir parce que, bah, en gros, ton corps il va Ça récupérer quand même. s'accumule même Voilà, pas, quoi. voilà. Donc il y aura beaucoup moins d'accumulation. Et donc après, c'est comment tu arrives à mettre en place quelque chose pour pallier à ça et quelle approche tu as par rapport à ça. L'approche normale que tout le monde a, enfin normale, elle n'est pas normale, mais l'approche que tout le monde a, c'est en gros, bah, au début, tu bourrines comme un ouf et tu t'en fous à peu près de tout, jusqu'au jour où tu as mal quelque part, et quand tu commences à avoir mal, bah là tu te poses des questions et tu commences à faire des trucs, mais tu fais ces trucs-là que quand tu as mal, donc dès que tu n'as plus mal, tu arrêtes de le faire. Et après, la deuxième étape qui va chercher un peu plus loin, et c'est justement ce que préconise Gundil, c'est tu sais que tu vas avoir mal, tu sais que tu vas te blesser, Là, c'est l'éveil. donc comment t'anticipes en fait la blessure? Comment tu travailles en disant ouais de toute façon je sais que je vais me blesser, ça a beaucoup de risques de se profiler de cette façon-là. Donc maintenant comment je travaille en amont pour y donner l'exemple d'un sprinter, je crois qu'il s'était ou d'un mec qui faisait de l'athlétisme qui s'était fait une déchirure à l'ischio. Et donc il disait, bah, dans les sports comme ça, en gros, c'est quasiment sûr que tu as de bonnes chances de te déchirer l'ischio. Donc en gros, qu'est-ce qu'il aurait dû faire en amont de tout ça pour, en fait, presque faire ce que les Américains ils appellent du prehab. C'est genre, c'est pas du rehab qui arrive après la blessure, mais Ouais, c'est... ouais. Alors c'est pas vraiment dans ce sens-là, mais en gros, comment tu peux travailler justement en amont, on en parlait avec les sports qui créent des déséquilibres. Qu'est-ce que tu vas faire pour travailler en amont justement pour limiter les déséquilibres et la blessure? C'est de la prévention, quoi, De la entre guillemets, hein, prévention. mais... Donc bah, justement, comme tu disais, les massages, ça va être une bonne chose. Les massages, c'est vraiment, pour moi, c'est la deuxième étape. En fait, la première étape pour moi, c'est tout ce qui va s'orienter autour de l'échauffement, en fait. Enfin, je dis de l'échauffement, mais il y a des choses qui peuvent se faire, pas nécessairement à l'échauffement. On va dire tout ce qui est orienté autour de l'échauffement. Donc à savoir bah, échauffer tous les petits muscles, s'étirer par exemple et se masser, ça vient après, tu vois, pour moi. C'est le niveau d'au-dessus parce que des gens qui travaillent la coiffe Ouais, des rotateurs, ça se voit de plus en plus. Des gens qui se massent avec un rouleau ou avec autre chose d'ailleurs, ça se voit quand même pas si fréquemment que ça. c'est vrai, ouais. Donc, ouais, Oui, je vois ce que tu veux dire, Donc ouais. en fait, pour moi, la première étape des méthodes de récupération, en fait, ça va t'aider indirectement à récupérer parce que en fait, tu te feras forcément, enfin, du coup, tes exercices, ils vont moins te traumatiser. Ils vont moins traumatiser dans le sens où, bah, quand tu as une épaule bien chaude, une articulation de l'épaule bien chaude et que tu as travaillé ta coiffe des rotateurs sous à peu près tous les angles, en tout cas que tu as essayé de la chauffer, elle va pas prendre aussi cher que si tu lui imposes un développé Ouais, couché lourd comme ça, à froid, tu vois, ça va pas se passer de la même façon. ouais, clairement, ouais. Alors, ça peut paraître bête dit comme ça. Sur le court terme, ça se verra peut-être absolument pas, mais sur le long terme, il n'y a aucun doute que ça se verra. Ah ouais, tu fais ça sur 5 ans, je Exactement. pense que Ouais. tu vois clairement la différence. Et donc pour moi, ça c'est la première étape des méthodes de récupération. C'est vraiment aller essayer de trouver dans l'échauffement. Alors, il y a des trucs, c'est assez évident, comme le travail de la coiffe des rotateurs pour les épaules.
Il y a des trucs, par exemple, pour le bas du corps, le travail des hanches, etc. Tu vois, c'est Démocratisé, on un va petit peu dire. moins démocratisé et aussi un petit peu moins évident, on va dire. Ce travail-là, il est peut-être un peu moins évident, quoi. Ouais, c'est moins démocratisé, donc c'est moins évident par la force des choses. Ouais, pour le bas du corps, ça peut être, comme tu le dis, travail des hanches, commencer peut-être par les ischios pour un peu plus chauffer tes genoux, faire les mollets aussi, Ouais, ça va ouais. pour tes chevilles par Travailler sa exemple, ton mobilité de genou. cheville, Ouais, sa mobilité de hanche. Donc ça, tu vois, ça va être plus ce qui va s'orienter peut-être autour des étirements, etc. Et autour de l'utilisation des élastiques. Chose qu'on n'avait pas nécessairement noté, mais l'utilisation des élastiques pour de la mobilisation, c'est-à-dire pas pour du travail, mais pour de la mobilisation. exactement, C'est ouais. quelque chose qui va beaucoup aider aussi pour la récupération, parce que forcément, je prends l'exemple des hanches, parce que moi, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu gêné au fur et à mesure des années. Quand tu mobilises ta hanche et que en gros tu donnes de enfin moi c'est imagé quand je dis ça hein, puisque c'est l'image que j'ai quand je fais ce type d'exercice, c'est j'ai l'impression de donner de l'air à ma hanche, tu vois, genre en gros quand je mobilise mes hanches, je sens que tu vois il y a de l'espace qui se crée dans l'articulation Ouais, et il y a un meilleur jeu, tu vois, tous les roulements ils s'activent mieux. bah, c'est des choses en fait qui frottent avec Exactement, le temps et si tu mobilises et que tu as cette sensation d'air, c'est que tu donnes un peu plus c'est d'espace exactement et que ça. donc tu arrêtes cette période de frottement, Ouais. donc c'est Et vraiment donc très du coup, intéressant. quand tu vas faire tes exercices de squat, etc., tu vas quand même sentir une bonne différence parce que tu vas sentir que c'est quand même plus fluide. Clairement, ouais. Donc ça peut faire partie de ton échauffement, forcément tu vas voir la différence. Ouais, Plutôt que d'envoyer une série de squats où tu vas littéralement te limer la hanche en fait, exactement. juste avant tu vas créer ce petit espace et quand tu sens cette fluidité c'est que ça frotte un peu moins du coup. Donc du coup, première partie en fait des méthodes de récupération, ce qui peut paraître contre-intuitif, mais en fait c'est d'anticiper la récupération et donc, donc de s'échauffer comme il C'est faut vrai en que j'avais fait. même pas réfléchi sous cet aspect, mais c'est vrai que la première étape, en fait, c'est d'éviter de se bousiller, Ouais, entre guillemets, c'est d'éviter le plus le traumatisme. c'est ça. Entre guillemets, Ouais, hein, bien sûr, vu c'est que ça. tu vas chercher le traumatisme avec ton entraînement. Mais comment tu peux faire pour qu'il soit le moins traumatisant sur les tissus que tu veux pas cibler, en fait? Qui va être, bah, du coup, les articulations, les tendons, les fascias, C'est etc. ça. Donc après, du coup, en deuxième, tu mettrais les massages. Ouais, du coup les massages, donc ça, rouleau, balle et pistolet pour ceux qui investissent. Enfin, d'ailleurs, franchement, vous Ou pouvez en trouver vrai, des pistolets pas très ça peut chers. être moins cher Ouais, qu'un rouleau ou qu'une balle, ouais. carrément. Après, en fait, le tout, c'est de s'y mettre. Donc, en fait, on en revient bien avant un des premiers sujets qu'on a abordé. C'est en gros, qu'est-ce qu'on va être capable de mettre en place. Genre, acheter un pistolet et s'en servir 2 fois, c'est simple. S'en servir tous les jours, c'est moins évident. Donc, en fait, c'est essayer de faire rentrer dans sa routine. Euh, Ça, c'est global vraiment à tout ce qui va être récupération. C'est essayer de faire rentrer dans sa routine tout ce qu'on peut faire en termes de récupération, voir la place que ça prend et est-ce qu'en fait on est prêt à accorder toute cette place. Et c'est pas nécessairement mal de dire non, je veux pas que ça me prenne plus de X temps. Mais en fait, il faut juste être conscient de ça. Et ça me fait penser à un truc où je voyais par exemple Rudy Koya qui disait qu'avec les années, en fait, limite, alors il disait peut-être pas exactement ça, mais l'idée de son propos, c'était que presque, en fait, tout ce qui va être échauffement, récupération, etc., ça prend plus de temps que l'entraînement. C'est vrai, ouais. Et donc, euh, et donc, tu vois, moi, à titre personnel, j'essaye de jamais tomber là-dedans, tu vois. Genre, Ouais, là, ça devient peut-être trop et ça te en fait, je dégoûte, trouve en que ça fait. devient trop, ouais. Donc, ma stratégie à moi, ça va être d'essayer de trouver des façons de faire où je vais avoir l'impression que c'est ancré dans mon entraînement en fait. Donc autant par exemple, si je suis dans un objectif de performance, genre par exemple que je suis sur un programme qui est très orienté force, etc., je sais qu'en fait je vais pas pouvoir y couper. Donc en gros ça va prendre de plus en plus de temps. Je vais faire des choses que je fais absolument pas habituellement, justement pour pouvoir me préparer, Qui est beaucoup etc. plus minutieux, Ouais, quoi. ouais. Mais sinon, globalement, en fait, je vais essayer d'intégrer les choses de façon ludique, entre guillemets, à mon entraînement
pour justement éviter d'avoir l'impression que ça me prend beaucoup trop de temps. Oui, Ça prend une part beaucoup trop importante dans l'entraînement. j'avais entendu ouais, Rudy sur ce sujet où il avait une vision assez fataliste, hein, Ouais. comme tu disais, où bah vas-y, avec le temps, en vrai, je suis obligé de passer 1 heure et demie, je reciterai hein, avant mon entraînement pour tout faire, quoi. Échauffement, massage, mobilisation, etc. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai vu une vidéo de Chris Bumstead il n'y a pas longtemps qui est en pleine prépa Olympia et qui, bien sûr, a mal partout et qui disait en fait la vérité c'est que j'ai vu plein de spécialistes de l'entraînement, de la préparation physique, etc. Et que j'ai plein de routines en fait, plein de routines qu'on m'a données à respecter mais que j'arrive pas forcément à tenir. Et donc avec le temps et l'expérience, j'ai appris que fallait que je choisisse les exercices à intégrer dans mon échauffement avec précaution entre guillemets, parce que je sais que ça va être eux que je vais faire Ouais, c'est ça. absolument tout le temps, Ouais. tu vois. Et donc c'était un peu ce que tu disais, ça rejoignait le côté ludique. Il s'est dit, bon vas-y, je vais prendre ces 3 exercices, je vais en faire 3 séries, je te dis grossièrement, hein, et je sais que je vais le faire tout le temps par contre. Plutôt que, en fait, il disait, j'ai essayé ces méthodes, mais ça me fatiguait trop mentalement Ok. avant même de m'entraîner, quoi. Ouais. Donc il était passé par l'étape de Rudy Koya où il faisait 1 heure, 1 heure et demie avant son entraînement. Certes, il avait plus de douleur, mais il était déjà mentalement, entre guillemets, rincé avant même de s'entraîner, quoi. Alors que c'est son taf, Ouais. entre Ouais, guillemets, hein. donc faut voir aussi la place que ça prend. Moi, par exemple, un truc que enfin, un truc qui m'a marqué, mais par la suite, parce que ça fait pas très longtemps que j'avais lu ça. Mais en gros, c'était, enfin que j'ai vu ça d'ailleurs, c'était Dave Tate qui expliquait comment il implémentait la conjugate méthode de Westside Barbell. Et donc, en fait, il explique en gros que en début d'entraînement, il a un circuit genre d'une dizaine de minutes qu'il fait faire à ses athlètes quand ils arrivent à la salle, où en gros, ils vont vraiment travailler tous les trucs clés. Et en fait, et cette réflexion, je l'ai trouvée très intelligente. Ce qu'il disait, c'est qu'en fait, il voyait ça dans comment dire, dans une image de préparation globale, et que le but de faire tout ça, c'était aussi que si un jour un de ses athlètes arrive en retard et qu'il ne peut pas faire l'échauffement, bah le fait d'avoir fait cette routine d'échauffement tous les jours jusqu'à maintenant, ça lui permettait aussi d'attaquer une séance, pas toutes les séances, mais une séance ou X séances, sans faire l'échauffement.